Salut à tous, c'est Bismart. Nous voilà repartis pour une nouvelle semaine de débat. Alors, semaine de débat d'ailleurs qui sera scandée par deux formules un peu particulières comme on le fait parfois. Mercredi, on consacrera toute l'heure à l'industrie. On se fera un petit rapport d'étape. On l'avait fait en octobre, je crois. Donc, on se fera un petit rapport d'étape autour de relocalisation. Mais là, on va en parler aussi d'ailleurs parce qu'il y a une étude assez spectaculaire de l'Institut Molinari là, que nous apporte Nicolas Marquez sur la baisse des impôts de production. Donc, mercredi autour de l'industrie et puis jeudi on fera, alors j'allais dire des interviews, non deux, dont une alors avec un bouquin dont je vous ai déjà parlé, dont on reparlera longuement donc jeudi, un bouquin que je conseille à l'ensemble de ceux qui veulent s'intéresser à ce qui se passe en économie en ce moment. C'est Le prix de nos valeurs. En l'occurrence, c'est David Tesmar, Augustin Landier qui écrivent un bouquin, mais vraiment très très intéressant, mais on en reparlera jeudi. Ce sont des économistes qu'on va qualifier de libéraux. Je pense que dans le débat politique français, ils seraient même qualifiés d'ultra-libéraux et qui sont bien obligés de constater que les valeurs, tout ce qui échappe au marché, tout ce qui échappe, on va dire, au mercantilisme, hein, dans ce qui peut avoir d'ailleurs d'assez noble en tant que moteur économique, doit rentrer quelque part dans l'analyse des fondamentaux économiques. Donc ils essayent de le faire, voilà, à leur manière. C'est absolument passionnant, donc ça ce sera jeudi. Là, on débat pendant une heure, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Mathieu Courtecuisse. Salut Mathieu. Salut Stéphane. Président fondateur de SIA Partners. Et tu vas essayer de nous rejoindre de temps en temps. Je sais bien que ce sera compliqué, mais comme tous ceux qui viennent d'ailleurs nous rejoindre pour débattre, rejoindre de temps en temps pour débattre avec nous. Et j'en suis ravi. André Le Scruc-Pietri. Salut André. Bonjour Stéphane. Président de JEDI, Joint European Disruptive Initiative. Voilà. Et alors, vous deux, vous êtes plongés dans le métaverse, mais alors... Donc on va assez largement parler du métaverse et de vos avis tranchés sur la question. Et puis Nicolas Marquez, salut Nicolas. Bonjour Stéphane. Merci de nous rejoindre aussi Nicolas. L'Institut Molinari, institut qui travaille beaucoup sur les politiques publiques, sur la fiscalité notamment. Et alors, on va commencer avec ce que tu m'as apporté et qui est quand même assez spectaculaire, je dois dire, Nicolas, autour des impôts de production. Donc je le résume comme tu l'as résumé toi-même. Réduire de 35 milliards. Donc, ce chiffre de 35 milliards, premier point, pourquoi ce chiffre de 35 milliards ? Pour revenir dans la moyenne européenne. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Ce chiffre de 35 milliards des impôts de production, donc réduire de 35 milliards les impôts de production français, permettrait d'augmenter les rémunérations de 42 milliards en créant 750 000 emplois, sans creuser les déficits publics à 2 ans. Hein. Je crois que tu dis qu'il faut 2 ans pour retrouver donc les 35 milliards en termes de recettes fiscales. Donc je le fais très vite, hein, puisque j'ai repris tes chiffres. C'est 156 milliards d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire, si jamais donc on baisse ces impôts de production de 35 milliards. Donc 42 milliards de rémunération. Et derrière, mais on va détailler justement, tu penses que ça va être, que c'est amorti donc en 2 ans en termes de dépenses publiques. Ouais. En fait, le débat, c'est l'impôt contre la production. Voilà, c'est hein. ça. Et le terme n'est pas de nous, il est du Conseil d'analyse économique qui dit on a une fiscalité qui tue la production. Alors, quand on est producteur, on est habitué à payer un impôt sur les bénéfices. C'est ce qui se fait dans le monde entier et c'est le standard. Et d'ailleurs, il y a un débat sur est-ce que cet impôt sur les bénéfices est bien réparti équitablement. Mais en France, on a un impôt caché qui s'appelle la fiscalité de production, qui est un impôt, je dirais, d'Ancien Régime, qui est un impôt arbitraire. Pendant l'Ancien Régime, on fiscalisait sur les portes et fenêtres. Ouais. Là, on fiscalise sur l'équivalent. On fiscalise sur l'outil de production. C'est quoi les machines ? C'est quoi les terrains ? On fiscalise les personnes et on ne regarde pas les résultats. Ça veut dire qu'on a des boîtes traditionnelles qui ferment. On lamine tout le tissu industriel traditionnel à faible valeur ajoutée avec une fiscalité qui représente entre 1 et 3% du chiffre d'affaires. Tu cites l'exemple, ça m'a saisi, je ne savais pas. Le fabricant de pneus, la Bridgestone, qui payait davantage d'impôts de production qu'il n'avait de résultats. C'est ça, hein, il payait 7 milliards d'impôts de production pour seulement 5 milliards de résultats. Je crois que c'est ça que tu racontes. Hein. Ça, c'est tout à fait complètement dingue. Et ça a ruiné la boîte, en fait. La boîte est ruinée en France. À Béthune, elle ne fonctionne pas. On prend la même entreprise, on la met à l'Est. Elle n'a pas de fiscalité de production et elle a des subventions de production. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont arbitré entre un site français et un site à l'Est, et ça marche à l'Est. Mais c'est toute la filière. Hein. On prend des boîtes de tech ou des boîtes très modernes, Ariane Group,
le salarié, il faut dégager 7 400 € de fiscalité de production parce que l'essentiel de la production est en France. Par salarié, tu veux dire ? Par salarié. 7 400 € de fiscalité de production par salarié. Par salarié. Et la fiscalité de production, c'est 2,5 fois l'excédent net d'exploitation. Ça équivaut à un impôt de 70% sur la production, avant même de payer l'IS. Donc nous, on a ces deux couches, et on a calculé le coût économique de ces deux couches, parce qu'on passe son temps à se plaindre qu'on a 1 300 000 chômeurs en trop par rapport à l'Allemagne, qu'on a autant d'expats que les États-Unis, qu'on a 300 000 frontaliers dans un sens et entre 10 et 20 000 dans l'autre sens. On passe son temps à se plaindre aussi de l'internationalisation de nos très grands groupes. Pourquoi nos très grands groupes produisent plus à l'étranger que leurs homologues ? C'est en partie parce que produire chez nous... Pour gagner un centime, a dit Bruno Le Maire. Ouais. Pour gagner un centime par pièce, c'est scandaleux. Bah non, pas pour gagner un centime par pièce, pour économiser les impôts de production. Mais oui, c'est ça. Et Maurice Lauré, qui avait théorisé la fin des impôts de production, c'est pour ça qu'on avait créé la TVA dans les années 50, disait ces impôts sont des impôts gaspilleurs. Parce qu'en fait, ces impôts coûtent plus cher qu'ils ne rapportent. Ouais, voilà, c'est ça. D'où notre business plan. Effectivement, on passe notre temps à le présenter et les gens disent c'est très surprenant. Mais pourquoi en Allemagne il n'y a pas d'impôt de production ? Enfin, il y en a moins. Ils sont négatifs l'an passé. Il y a plus de subventions à la production. L'an passé, c'était une année particulière. Et dans 2 tiers des pays de l'Europe. En fait, on est le dernier grand pays à avoir de la fiscalité de production. On n'en a pas besoin. Ce dont on a besoin, c'est d'emploi. Et c'est l'investissement. Et c'est ça qui rapporte. C'est là où ton calcul, alors tout ça est passionnant, mais c'est là où ton calcul peut-être pêche un peu, parce que tu dis créant 750 000 emplois, donc cette création d'emplois amène évidemment des gains de cotisation sociale, 17 milliards, des baisses de dépenses liées au chômage, 11 milliards. Simplement, et c'est l'un des sujets de l'industrie, ce dont on parlera d'ailleurs ensemble mercredi, le problème c'est que les compétences ne sont pas là. Donc il n'est pas du tout sûr que l'industrie puisse embaucher à la hauteur des profits supplémentaires qu'elle aura dégagés. On a chiffré ça en rythme de croisière, c'est-à-dire hors goulot d'étranglement, ce sont les crises et les tensions. C'est vrai qu'il faudra du temps pour tout mettre en branle, mais de façon structurelle, c'est ce qu'on aurait si on n'avait pas cette fiscalité de production. Et j'ai envie de dire, Stéphane, c'est vertueux. On a enfin un problème de riches. Oui, parce que la tension des marchés du travail, nos voisins allemands la connaissent depuis des années. Dans toute l'industrie, y compris dans le service public. On regarde les services publics allemands, ils ont externalisé toute une série de choses parce qu'avec la grille de salaire de l'administration, ils n'arrivaient pas à recruter. Alors là, nous, on redécouvre ça, on a enfin ce problème de riches. Alors, j'ai envie de dire qu'on a des leviers. D'abord, on a du travail frontalier, on a 360 000 personnes qui vont de l'autre côté de la frontière pour trouver du travail. Peut-être que ça va se dégonfler. On a quasiment 3 millions d'expats, autant que les États-Unis. Peut-être. Et après, on va arriver dans le dur. Il faudra toucher les sujets formation. À partir du moment où tu peux davantage donner en rémunération, puisque tu dégages davantage de valeur ajoutée, tu rattires du monde. Bon, les amis, comment est-ce que vous regardez ça, André ? T'as jeté un coup d'œil ? Oui, déjà, je trouve ça très rafraîchissant de parler enfin de retour sur investissement. C'est-à-dire, c'est vraiment un plan pour l'État de réfléchir en termes d'investissement, de retour stratégique et non pas de dépenses, de coûts, etc. Tu as raison. La deuxième chose quand même qui fascine, c'est que, alors même si cette étude est probablement la plus poussée, la plus précise en termes de chiffres, ça fait maintenant des années. Qu'est-ce qu'on attend ? Mais il est où ce fameux grand soir ? On a bien vu avec la crise que le temps des demi-mesures était passé. Je ne sais pas ce qu'attend la Direction générale des impôts, ce qu'attend le leadership politique pour tirer la conclusion de tout ça. Et on a bien vu qu'aujourd'hui, que les frontières sont franchies, donc finalement, quelques milliards de plus ou de moins à court terme. C'est peut-être maintenant qu'il faut peut-être s'endetter avant que les taux ne remontent. C'est d'accord. Et enfin, quand même un petit bémol. Attention à ne pas aussi voir ça comme la baguette magique. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que dans beaucoup de domaines, l'aspect fiscal n'est qu'une partie du problème. On va l'aborder, je pense, avec les talents. Il faut voir aussi aujourd'hui qu'on ne pourrait pas réindustrialiser par un coup de baguette magique parce qu'aujourd'hui, on n'a plus nos sous-traitants. Pourquoi est-ce que l'Allemagne, qui a quand même des impôts assez élevés comme nous, en moins sur les impôts de production, a gardé son tissu industriel parce que un industriel, il a ses sous-traitants. Tout à fait. Aujourd'hui, on ne les a plus. C'est-à-dire qu'on pourrait pas. Le sujet, André, pour l'instant, c'est pas de réindustrialiser. Le sujet, c'est d'empêcher que ça continue à se barrer. Absolument. Ouais, voilà, et là-dessus, c'est vraiment. Mais donc, la question, c'est qu'attend-on ? De toute façon, dans notre pays, on préfère les rapports. Donc, bravo, vous allez avoir beaucoup de succès. Je suis pas sûr qu'on aime bien l'action, mais peut-être que ça va changer. Mathieu.
Juste quelques petits commentaires. D'abord, c'est que le gouvernement actuel a fait ce premier pas de baisser de 10 milliards, ce qui, il y a 5 ans, n'était pas du tout évident. Donc, on peut donner quand même crédit au gouvernement d'avoir fait ça. Je pense que le deuxième commentaire, c'est que déjà, le plan de relance aurait dû être 100 milliards ou 100% uniquement dédié à la baisse des impôts de production, ça aurait été beaucoup plus efficace. Alors, c'est moins heureux au sens où on n'ouvre pas des usines, on n'inaugure rien quand on baisse les impôts de production. Donc, politiquement, il n'y a pas de rentabilité immédiate parce que c'est une vertu de moyen long terme. Attention, c'est une dépense pérenne. Le plan de relance, c'est one shot. Si tu baisses de 35 milliards les impôts de production, c'est tous les ans quand même. Exactement. Il faut mais dedans, ce que fait Nicolas. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Il y a une autre vertu à faire ça, c'est que ça améliore les bilans des entreprises au sens où ça fait monter les EBITDA, donc ça améliore les ratios d'endettement et ça améliore les valorisations potentielles des entreprises. Donc ça facilite aussi les levées de fonds, etc. Donc tout ça, c'est vraiment extrêmement productif. Après, je pense qu'il ne faut pas distinguer industrie et services. Donc ça, c'est l'autre point dans la méthode pour baisser. Il y a quand même des biais, parce que les impôts de production, il faut regarder lesquels, ligne à ligne. Il y a quand même des petits biais qui peuvent peser là-dessus et je pense qu'il faut faire attention parce qu'effectivement, par rapport au caractère mécanique immédiat, si on veut avoir de l'emploi tout de suite, il ne faut pas distinguer industrie et services. Donc il faut que cette baisse soit agnostique sur le plan industrie et services. D'autant qu'en fait, les services de demain vont être beaucoup plus dans les territoires, et je pense notamment aux services industriels, aux services B2B, ils seront du fait du télétravail. Peut-être le meilleur exemple, parce que c'était un truc de dingue, moi je n'y croyais même pas quand ils ont comme ça. C'est les impôts de production sur les télécoms, c'est-à-dire tu montes une antenne, tu augmentes la capacité de production du pays, et le premier truc que tu fais, c'est que tu payes un impôt sur l'antenne. Enfin, c'est un truc ahurissant. Vas-y, je te laisse continuer. Voilà, donc je pense qu'il faut faire attention à ça. Puis après, il y a le dernier point, c'est que ces impôts de production, ils viennent financer aussi les collectivités territoriales. Alors, et moi, je pense que là, il faut avoir une réflexion sur la création d'un IS régional, c'est-à-dire que quelque part, les impôts de production vont amener une réflexion sur peut-être une barémisation de l'impôt sur les sociétés. Et il me semble qu'il faut responsabiliser aussi les régions en les mettant en concurrence. Donc, parce qu'il y a une série de ces impôts qui sont aussi déterminés, par exemple le versement transport, etc. Ce sont les régions ou les communautés de communes, etc. On m'a raconté l'autre jour que la première décision quasi systématique d'une nouvelle communauté de communes, c'était d'augmenter le versement de transport pour construire des ronds-points. Donc, il faut quand même responsabiliser les collectivités territoriales sur la façon dont elles dépensent. Donc, il faut garder un mécanisme. Alors, ça peut être l'impôt sur un impôt régional, ça peut être une façon de redescendre le financement des collectivités territoriales, mais il faut aussi que ce soit des mécanismes vertueux. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. J'ajouterais, personne veut avoir, enfin tout le monde est pour l'industrie, personne veut avoir d'usine à côté de chez soi. Et donc il faut que le maire, le département, la région, qui a d'une certaine manière le courage d'imposer un outil industriel à ceux qui habitent à côté, en tire une rémunération satisfaisante. Ouais. Et c'est ce que disait André, en fait. Pourquoi on ne le fait pas ? Parce que le vrai sujet sur la fiscalité de production, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les collectivités locales. Voilà. Et donc il faut Mathieu garder le lien, je suis assez d'accord. a raison, il faut organiser le partage de l'impôt sur les sociétés. Nous, à l'Institut économique Molinari, on dit aussi qu'il faut partager la TVA, parce qu'en fait, la TVA est une ressource très stable. L'impôt sur les sociétés est une ressource plus fluctuante. Ça peut faire peur à une région, ça peut faire peur à un département, qui a des engagements à très long terme. Donc il faut faire un mix des deux. C'est ce qui se fait en Allemagne, c'est ce qui se fait en Espagne. On a tous les éléments pour arriver à le faire. Ça nous amène effectivement, tu as raison André, grande logique, à l'emploi, au recrutement. Donc l'emploi toujours aussi dynamique. Moi, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de ces chiffres-là. En même temps, il y a beaucoup de choses dans l'actualité en ce moment. Donc c'était à la fin de la semaine dernière. Les recrutements en CDD de plus d'un mois ou en CDI restent très supérieurs à leur niveau d'avant-crise. Le nombre d'embauches en CDI a même battu un record historique au 4e trimestre 2021. 1 230 000 embauches en CDI. En décembre, les embauches en CDI ont devancé celles en CDD de plus d'un mois. Et tout ça est quand même très intéressant et on se rend bien compte que ce sont des entreprises aujourd'hui qui ont moins de marge de manœuvre pour imposer des CDD, en fait, face à un monde du travail qui a à nouveau les leviers parce qu'on est sur une pénurie de talent. C'est ça le sujet, André ? Qui l'aurait cru, en fait, on est vraiment rentré de plein pied dans cette économie de la connaissance. Ouais. Aujourd'hui, le facteur limitant pour notre croissance, pour notre influence internationale, mais aussi pour effectivement les recettes fiscales, ça va être la qualité des talents qu'on apporte sur le marché du travail. Donc toute cette réflexion sur l'adéquation entre notre système éducatif primaire, mais surtout encore au cours de la vie, va être absolument déterminant. Et
Et là, on vient... Personne n'en parle. Oui, c'est effectivement totalement absent de la campagne, ce qui est malheureux, parce qu'en plus, c'est par définition un thème qui n'est pas un thème sectoriel, c'est un thème transverse. Ça touche l'économie, ça touche la souveraineté, ça touche évidemment la sécurité, mais enfin, c'est évident. Et c'est un sujet authentiquement stratégique dont une seule personne devrait s'occuper, c'est le président et l'ensemble de son gouvernement. Donc quand j'ai entendu récemment qu'il y a eu des appels à des ministres de l'innovation ou alors des meilleurs ministres de l'éducation, mais c'est par définition, si on les enferme dans une case, c'est là où on a tout faux. Parce qu'on ne verra pas les effets de bord, il n'y aura pas la translation sur l'économie. Donc ça serait un superbe thème. Il y a encore 2 mois, enfin il y a encore 70 jours avant les premiers tours des élections, donc on peut espérer quelque chose quand là-dessus. tu regardes le bilan de Macron, il y a beaucoup de choses, bon, on aura le temps d'en reparler d'ailleurs, hein, notamment beaucoup de promesses vis-à-vis des indépendants qui n'ont été pas tenues, mais le dédoublement des classes de CP... Ah, il a été fait. Hein. Eh ben voilà. Mais c'est tout le problème, c'est que ça... Ça se verra dans 15 ans. Voilà. Au mieux. Le temps politique n'est pas le temps de la formation de l'éducation. Mais les parents le voient. Donc ça a un temps politique peut-être plus près. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut dire aux politiques. C'est pas juste un sujet dont vont bénéficier vos successeurs. Peut-être en données macro, mais je pense qu'on l'a bien vu avec... Mais ça te donne raison, c'est une dimension présidentielle. Absolument présidentielle. Mathieu, juste d'abord, pratiquement, SIA Partners, cabinet, conseil, nouvelles technologies, etc. Guerre des talents, t'es en plein dedans ? Oui, mais on s'en sort plutôt bien, donc on n'est pas hyper inquiet, ça va. Donc le système éducatif français, voilà. Donc, mais bon, faut toujours faire mieux, et voilà. Et c'est vrai que de façon plus générale sur le marché du conseil, mais tous les marchés de l'économie de la connaissance, on est des métiers en tension, et ça date pas d'hier pour le coup. Ça fait des années qu'on est là-dedans, et que ça ouvre des questions plus pour le moyen terme. Non, je pense que politiquement, il y a quand même un point, c'est que l'élection présidentielle, d'abord. On est dans une société gérontocratique, donc malheureusement c'est pas les parents qui font l'élection, mais c'est les grands-parents. Donc mais les grands-parents ils sont soucieux de leurs petits-enfants. Oui, mais alors non, mais quand tu regardes aujourd'hui, et c'est une variable dans les enquêtes d'opinion depuis des décennies, c'est que l'éducation c'est toujours en 6e, 7e priorité pour une élection présidentielle. Donc c'est pas ça qui fait qui détermine l'élection. Dans les 2-3 mesures qui font l'élection, c'est jamais l'éducation. Donc du coup, il y a quand même des conséquences sur la priorisation. Et puis je note quand même que le président de la République a quand même... Alors, je ne sais pas si ça va se traduire dans son programme, mais a quand même évoqué des choses assez lourdes sur la réforme de l'enseignement supérieur. Réflexion sur la sélection, etc. Et c'est la première fois qu'on en parle. Enfin, je pense que ça fait 4-5 mois que tout le monde en parle. Et je ne sais pas si ça va se traduire dans son programme, parce qu'on ne sait pas d'abord s'il est candidat et on ne sait pas ce qu'il va mettre dedans. Mais j'ai le sentiment que ça va être un sujet qui va être mis en avant dans ce qui va être évoqué par lui-même. Nicolas ? Oui, sur l'éducation, je pense qu'on a beaucoup investi, mais on a mal investi. Parce que ça fait 30 ans qu'on a des politiques éducatives. Moi, je me souviens de Jean-Pierre Chevènement disait il faut 80% d'une classe d'âge au niveau du bac. Et la façon dont Chevènement le disait était très fine. On a massifié le supérieur. On a laissé de côté descendre le bac au niveau de la classe d'âge, tu n'as pas fait monter la classe d'âge au niveau du bac. On a pensé la massification comme la même chose pour tous. On n'a pas aidé comme il fallait les filières type apprentissage. On n'a pas conçu le système éducatif comme adapté aux individus et aux besoins. Parce que ça résiste au temps politique. Tiens, on va montrer le graphe de la dépense par étudiant, là, qui est quand même, je pense, le graphe que tout citoyen et tout responsable politique devrait avoir en tête. Il va arriver. Donc, dépenses par étudiant en France qui s'effondrent. Voilà, il faut bien dire, regardez ça, c'est quand même très spectaculaire. Il n'y a même pas besoin de... On voit bien les courbes. Hein. Voilà. Ça, c'est étudiant du supérieur. C'est l'étudiant du supérieur. Parce que, et le vrai sujet, il y a une partie qui est dans le primaire, parce que effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est fondamental. Les apprentissages, c'est fondamental. Et après, il y a un sujet, concevoir des parcours de qualité, adaptés aux attentes des élèves et adaptés aux attentes du marché du travail, mais avec une pluralité de qualité. Vous allez aux Pays-Bas, vous avez vraiment de l'apprentissage de qualité. Vous avez de la formation professionnelle de qualité. Ce ne sont pas considérés comme des filières repoussoirs. En France... Là-dessus, il y a un vrai progrès qui a été fait quand même. Là-dessus, et d'ailleurs, tiens, rendons hommage au MEDEF, par exemple. Pierre Gattaz en a fait son combat il y a quelques années, et si on voit l'apprentissage qui décolle aujourd'hui, j'ai plus le chiffre en tête, Nicolas, peut-être que tu l'as, je crois que c'est 500 000 apprentis en 2021, c'est un nouveau record, sans doute on le doit à l'action de long terme du MEDEF, de Pierre Gattaz et de l'ensemble de ceux qui se sont battus. Là-dessus, on a peut-être un petit peu évolué. Oui, mais c'est lent. Mais il y a un autre graphique qu'il faudrait regarder, c'est la dépense par
enfants tout au long du cycle de vie scolaire. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on est dans un système en cloche comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était assez bas sur le primaire, c'était assez fort sur le collège, qui est issu de la réforme du collège unique, et ça redescendait vers le lycée. Ouais. Et donc, là, ce qu'a fait le président Macron, c'est qu'il a essayé de rehausser en fait la partie du primaire avec justement cette mesure de dédoublement des classes en CP. Ouais. Et donc, en fait, il est d'abord dans cette stratégie-là. Donc, on peut pas, c'est pareil, on peut pas tout faire d'un coup. Donc, Je comprends. donc il a d'abord essayé de travailler là-dessus. Moi, c'est vrai que du point de vue après entreprise au quotidien aujourd'hui, notre souci, il est vraiment sur la fin, c'est-à-dire une inadéquation du système scolaire à s'articuler avec les besoins réels des entreprises. Et donc c'est toujours un curseur entre l'utilité immédiate, l'utilité de moyen et long terme, mais il faut quand même s'y atteler maintenant, et je pense que c'est vraiment un débat fondamental pour cette élection ici. Tiens, on va mettre l'autre graphe. Alors, c'est un tweet d'André, justement, mais ça, c'est un combat qu'on partage, hein, autour du salaire des profs. Même si j'ai vu, alors que ce chiffre était contesté, à raison d'ailleurs, parce que c'est toujours très compliqué, notamment sur l'idée que les profs français sont payés 2 fois moins que les Allemands. C'est vrai qu'on ne met pas là-dedans le salaire différé que représente la protection sociale et que représente le système de retraite, c'est vrai. N'empêche qu'il reste quand même... Là, c'est comparé à personne, c'est-à-dire que là, ce sont bien des rémunérations qui s'effondrent en chiffres absolus sur... il est quoi, sur les 20 dernières années, c'est ça, hein, il est sur les 20 dernières années, ce graphe. Je fais le lien avec la première discussion, avec l'aspect investissement. En fait, effectivement, c'est quand même le premier budget de l'État. On y met énormément d'argent. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce quinquennat. Mais je pense que l'éducation a quand même été une zone d'effort de tout le monde. Ce que je ne vois pas, c'est d'évaluation. Pas des évaluations 5 ans après, dans des très longs rapports que finalement assez peu de gens ensuite actionnent. C'est ces évaluations en permanence parce qu'on est dans l'expérimentation. Et ça devrait être quelque chose qui, je pense, qu'on doit aux citoyens, déjà rien qu'avec les montants qu'on investit. Ensuite, sur l'aspect de la rémunération, regardez l'impact immédiat. Regardez sur PISA, c'est des chiffres quand même très précis. On est très fiers de notre pays, gloire des mathématiques, il faut bien voir. En 2000, on était 11e dans ce classement international avec 79 pays. En 2009, on était 22e en maths. Et en 2018, on est 25e. Et le chiffre qui, moi, me glace, c'est qu'aujourd'hui, 57%, et apparemment on est numéro 1 ou numéro 2 là-dessus, des élèves considèrent que les profs ne s'intéressent pas à leur progression. Et ça, je pense que c'est un lien direct avec ces montants. À un moment, quand vous payez des gens 1200, 1300 euros par mois, vous ne pouvez pas leur demander, en plus, d'être coach, etc. Ils vont faire leur job. Et voilà. C'est même pire que ça d'ailleurs, je crois que c'est même au départ, c'est-à-dire, alors il y en a qui sont des passionnés, qui vont y aller, qui vont être extraordinaires, mais sinon quand tu es Bac plus 5, Master 2, que tu es devant un choix de carrière, mais si tu vas chercher l'enseignement, ça veut dire que toi-même, tu acceptes finalement une sorte de compromis, qualité de vie que tu vas aller rechercher, ok, je ne vais pas être payé très cher, mais bon, j'aurai les vacances, des choses comme ça. Tu ne peux pas reprocher aux gens de faire cet arbitrage à partir du moment où c'est ce que tu leur mets entre les mains. Mathieu, comment est-ce que tu regardes ça ? Alors évidemment, le constat est assez désastreux. Il y a aussi une pénurie de talent dans le domaine. Voilà. Le sujet précédent, après, moi je pense qu'il faut essayer de travailler sur des... Tu es prof de maths, il faut vraiment, c'est un apostolat. Voilà, ça veut dire qu'il faut réfléchir à plusieurs choses. D'abord, il y a le temps de travail, la productivité et aussi le caractère uniforme de la rémunération des enseignements. Donc ça, c'est quand même plusieurs sujets qu'il faut regarder. Donc le temps de travail, il y a aussi, on pourrait regarder, il y a aussi un écart de temps de travail entre les enseignants français et d'autres pays. Donc ça, c'est un premier élément, que ce soit dans une année ou tout au long de la vie. Donc la question du temps de travail des profs est importante. Mais il y a une question de productivité avec. Par exemple, dans les pays anglo-saxons, beaucoup d'évaluations, et un temps important des profs, c'est de l'évaluation et des contrôles, c'est des QCM. Donc on peut automatiser aussi. On peut donner plus de temps sur certaines matières, pas toutes, mais sur certaines matières. On peut tout à fait remettre plus de temps de présence en classe dans les enseignements plutôt que du temps à passer à corriger des copies. Là, on pourrait le faire par QCM. Alors, c'est des modes d'apprentissage un petit peu différents, mais qui sont relativement efficaces dans la durée. Et puis, une uniformisation, ça veut dire, est-ce qu'on doit poser la question de... on paye un prof de maths de la même façon qu'un prof d'art plastique. Et l'autre question qui va être avec... c'est la question explosive. Ça, oui, mais ça renvoie à l'autonomisation des établissements. Donc c'est le système type Free School, type Royaume-Uni. Et donc on laisse au chef d'établissement la politique salariale qui va avec, en fonction des matières qui sont enseignées. Parce que ça renvoie aussi, je suis désolé de le dire, mais à une offre
et une demande. Ouais. Et donc ça, c'est des questions qui doivent être posées. Donc c'est pas des questions faciles. Hein. On est dans une position assez sympa, on discute entre nous, mais c'est au cœur des sujets. C'est fondamental. Nicolas, c'est le cœur du sujet, parce qu'en fait, tu veux dire entre les matières, l'autonomie des discerner établissements, entre les matières. non, entre les priorités. La priorité, c'est l'autonomie des établissements, c'est l'autonomie des universités. Historiquement, on a eu des grandes universités au Moyen Âge, hein, parce que ces universités étaient autonomes. Et d'ailleurs, elles étaient très autonomes vis-à-vis du pouvoir. Et concrètement... Mais tu amènes ça aussi sur le primaire, le secondaire? Mais en fait, aujourd'hui, les directeurs d'établissement n'ont aucun pouvoir. Non. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont même pas de pouvoir sur le foncier qu'ils utilisent. Ils n'ont pas de pouvoir sur la cantine, ils n'ont pas de pouvoir sur les enseignants, ils n'ont pas de pouvoir sur les rémunérations, ils n'ont pas de pouvoir sur les méthodes pédagogiques. En fait, on a vidé totalement l'intérêt moi, je me souviens, j'avais un arrière-grand-père qui était proviseur du lycée Carnot à Cannes. C'était le grand bahut, c'était gigantesque. Ça attirait des gens du monde entier. Ça devait être un chef d'entreprise, le gars. C'était un quasi-chef d'entreprise. Mais bien sûr. Et il avait du pouvoir. Aujourd'hui, vous prenez son homologue, alors j'imagine son homologue parce que je ne le connais pas, mais je pense qu'il n'a aucun pouvoir. Ouais. Il a juste toute une série de problèmes à gérer, c'est ça, avec des choses qui lui remontent et des injonctions paradoxales dans tous les sens. Parce que on lui demande de faire une prestation d'accueil, de restauration, pédagogique, et il n'a pas les leviers. Et c'est pareil dans tous les établissements. Moi, longtemps, j'ai été universitaire et j'ai même fait la folie d'être élu universitaire. On n'avait aucun pouvoir. Le président de l'université n'avait aucun pouvoir. Tous décidaient ailleurs. Et donc, tous ces problèmes concrets dont on parle, hein, est-ce qu'il faut rémunérer un enseignant en mathématiques, métier sous tension, mieux? Mais bien sûr. Mais concrètement, les directions n'ont pas le pouvoir de le faire. Mais attention quand même à une chose, à nouveau, l'éducation, c'est l'avenir de notre pays. Donc, totalement, on va dire... c'est pas une question de privatiser ou pas, mais de rentrer dans une logique où on laisse à chaque directeur d'établissement un pouvoir complet me semble dangereux. Il faut absolument que justement la base, le corpus de ce qui fait l'honnête homme ou l'honnête femme de demain soit quand même cadré. Et c'est là où l'État doit se concentrer, tout en laissant effectivement localement la possibilité. Et regardez ce que font aujourd'hui les grands groupes. Il n'y a pas un laisser-faire complet dans les business units. Hein. On a quelques visions. Et c'est ça qu'on attend de l'État et de l'éducation nationale. Quelques visions sur qu'est-ce qui est absolument impératif, quel est le niveau qu'il faut qu'on atteigne en termes de maths, d'art plastique, etc. Parce que je pense que les aspects culturels sont absolument fondamentaux demain. Et ensuite en déléguant. Et c'est là où on voit qu'en fait l'État doit être un super manager, alors qu'il est un manager catastrophique. Il y a peut-être une seule chose à faire, c'est ça. Encore en parler, je pense, Mathieu, là-dessus. Oui, non, je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire et il y a des dispositifs plus ou moins libéraux, mais par exemple, effectivement, utiliser ce qu'on met en entreprise, des KPIs, enfin des indicateurs pour suivre, c'est tout à fait possible de corréler une dotation budgétaire sur un établissement en fonction d'un certain nombre de ces indicateurs. Donc, et ça, il n'y a pas besoin de privatiser. Ou une évolution de carrière, parce que le problème, c'est que le budgétaire, c'est les étudiants. Oui, alors les évolutions de carrière dans l'enseignement, aujourd'hui, c'est quand même... bon, c'est un sujet, on pourrait passer 2 heures dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au cœur de la réforme de Paris-Saclay, ça a été le taux de placement, l'indicateur phare, c'est le taux de placement des étudiants moins de 6 mois dans le marché du travail. Et c'est la dotation budgétaire, elle est corrélée à ça. Quand on fait ça, le patron de l'université, il change tout. Il n'a pas besoin d'être privé. Une pause et on se retrouve dans un instant. On repart, les amis. Juste, on ne va pas y passer 1 heure, mais Mathieu, puisque tu es là quand même. C'est une commission d'enquête du Sénat qui a permis d'amener 2-3 petits chiffres sur donc, le prix des conseils et la façon dont, McKinsey par exemple, 235 620 € à McKinsey pour la rédaction d'un guide du télétravail dans la fonction publique à destination des managers. Je te demande pas de commenter, hein, c'est là. Mais nous, entre nous, on peut se dire que quand même, bon, voilà. Donc, l'exécutif promet de réduire d'au moins 15% les dépenses de l'administration en mission réalisées par les cabinets de conseil. Hein, c'est tout neuf, c'est Amélie de Montchalin qui a dit ça la semaine dernière. Et donc jusque-là, c'était quand même 140 millions d'euros par an à peu près. Seuls les contrats supérieurs à 500 000 € doivent être validés par un comité d'engagement. C'est indispensable, Mathieu, que l'État aille chercher les ressources privées des cabinets de conseil pour se réformer ou pour l'accompagner ?
Alors, d'abord, moi, je suis passé 1h20 Devant le Sénat, devant le justement, Sénat dans cette commission, et ouais. les sénateurs. Donc, j'ai découvert les commissions d'enquête françaises, c'est assez sympa. Oui, en fait, la réalité, c'est que la dépense de conseil, c'est d'abord une dépense d'investissement. Donc, il arrive que des missions de conseil soient liées au fonctionnement quotidien, notamment pour faire face à des pics de charges, des choses comme ça. Mais l'essentiel de la dépense de conseil, c'est d'abord un investissement. Et donc, en réalité, ça veut dire que le conseil, c'est le symptôme ou un indicateur de l'intensité de transformation de l'État. D'accord ? Donc, plus on baisse la dépense, plus probablement on baisse l'intensité des réformes. D'ailleurs, en fait, donc le chiffre que tu mentionnes, c'est pas exactement le vrai chiffre, c'est plutôt 700 millions en fait la dépense de l'État. Bah merde, alors pourquoi je suis arrivé avec ce... Est-ce que moi aussi, il me semblait un peu Non, réduit, c'est à peu près 700 millions, mais il faut comparer avec 2 milliards au Royaume-Uni, 1,5 milliard en Allemagne. Et en fait, si on prend l'exemple de la DITP, qui est l'organe qui accompagne la transformation interministérielle en dehors de Bercy, les armées et l'intérieur, le budget d'aujourd'hui, il est 2 fois inférieur à celui du temps de la RGPP. Et il est 20 à 30% inférieur à ce qu'il n'était à l'époque du mandat Revue blanc. générale des politiques publiques, Voilà, la c'est ça. RGPP. Donc, qui était un petit peu... Mais oui, mais ça donne rien. Non, mais- Le problème, tu vois, Mathieu, c'est que tu te retrouves avec un État qui dépense toujours de plus en plus, quoi, malgré l'ensemble de ses missions. Alors, il dépense de plus en plus, mais peut-être qu'il dépenserait encore plus, si tu veux. Ça, c'est... Ah, d'accord. Effectivement, vu comme ça, c'est inattaquable. C'est inattaquable. Mais pour revenir sur le souhait de baisse des 15%, nous en profession de conseil, on s'en fiche, en fait. C'est pas vraiment le sujet. Ouais. Parce que, en fait, ce qui Toi, va tu avec la vis sans circulaire- problème sans l'État, quoi. Non, au-delà de ça, c'est que... Non, moi, je suis soucieux en tant que citoyen que l'État se transforme. Si on considère que l'État doit rester immobile, je pense que personne ne dit ça, même qu'on soit de gauche ou de droite, personne ne dit que l'État doit rester immobile dans ses missions. Simplement, en fait, ce qu'elle dit, la ministre, c'est qu'elle va substituer une partie de la dépense par des recrutements. D'accord ? Donc, en soi, c'est pas un sujet. Et nous, on est très contents d'avoir plus de professionnels de la transformation du côté de l'État parce que ça permet d'être plus efficace, de mieux choisir les missions et d'avoir plus d'impact. Parce que c'est toujours un couple interne-externe Tout à qui fait. fonctionne. Après, internaliser, ça a des limites. Moi, je prends souvent l'exemple, en fait, les consultants internes dans une organisation, les entreprises privées, etc., c'est un peu comme le médecin du travail, quoi. C'est-à-dire que, bon, pour eux, des contrôles routiniers, ça peut être pas mal. Tu me regardes de façon un peu dubitative. Non. Tu es en train de dire quelque chose dont personne ne parle et qui est fondamental sur la transformation, c'est que malheureusement, c'est pas les meilleurs qui s'en chargent. Et en fait, il faut quand C'est même... ça, c'est-à-dire Mathieu. que quand tu as une maladie grave ou tu as Il faut un un vrai problème, spécialiste. il faut quand même des vrais spécialistes. Et ben voilà. Voilà. Et donc tu es obligé de t'appuyer sur quelque chose de l'extérieur. Si demain, l'État français doit inventer les services publics dans le métaverse, je doute, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit à la Commission, je doute qu'il y ait l'expertise immédiate au sein de l'État pour bâtir les services publics de demain dans le métaverse. Donc, ou même pour préparer les piliers régaliens de l'État dans ce domaine-là. Donc il faut s'appuyer sur des expertises externes. Et les conseils, ça permet d'y résoudre, Je comprends. d'y arriver de façon extrêmement rapide. Alors oui, parfois il y a des missions qui peuvent apparaître de plus ou moins grande valeur, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on est là, nous, pour résoudre des problèmes techniques, hein, mais on est aussi là pour résoudre des problèmes du soft. Parce que vous prenez un ministère qui vit en vase clos depuis 15-20 ans, avec des directeurs de l'administration qui n'ont pas bougé et qui se détestent tous. D'accord ? Pour les mettre d'accord autour d'une table, c'est aussi le rôle des consultants et des conseillers. C'est que de temps en temps, on fait des séminaires pour les mettre autour de la table, les aligner, et derrière, ça permet de réenclencher une dynamique. Et ça peut être fait que par des gens qui sont extérieurs. C'est impossible de le faire avec des gens qui sont à l'intérieur. C'est le cas d'ailleurs dans les grandes boîtes. Exactement. Ouais. Et donc, je pense que les grandes boîtes sont plutôt bien gérées. Il n'y a pas de soupçon là-dessus. Donc, ce qui est valable pour les grandes boîtes, c'est aussi valable pour les grandes administrations. Donc, très bien, il n'y a pas de souci. Diminuons la dépense externe, mais il faut la compenser par des recrutements internes et proposer des vrais plans de carrière à ces personnes, parce qu'aujourd'hui, quand ils embauchent, c'est pour des CDD de 2 ou 3 ans. Donc, va attirer des très très bons profils en les payant moins et en leur proposant aucun plan de carrière et un CDD de 2 ou 3 ans, le jour où ils doivent trouver un logement. Voilà. Maître, voilà un plaidoyer intéressant. J'ai fait 1h20, hein, donc je me suis entraîné. André. Oui, non, C'est intéressant. je suis intéressant. plutôt d'accord avec ça, et je pense que cette réflexion de dire on va couper de 5 ou 10 ou 15% les coûts, mais C'est un ça peu fait Poujalo, tellement quoi. 20e Je me suis fait un peu siècle. avoir. Oui, t'as Ça raison. fait 20e siècle, et c'est plus du tout comme ça qu'on fonctionne, c'est pas comme ça qu'on va trouver de l'innovation. Le rôle aussi des consultants, c'est ce rôle aussi de diffuser les bonnes pratiques, c'est-à-dire comme ils travaillent un peu pour tout le monde, très rapidement on a accès. Néanmoins, le sujet fondamental, qui est un sujet français que moi j'ai pu vivre même à titre personnel, c'est l'incapacité du monde public et privé
d'avoir des échanges. Les seuls échanges aujourd'hui, c'était les fameux pantouflages, qui continuent d'ailleurs aujourd'hui, où on ne regarde pas de manière stratégique qui c'est qui part. On va sortir ça dans quelques semaines, si ça t'intéresse, on t'en parlera. Une grande partie, par exemple, de la DG Concurrence, alors c'est européen, c'est pas français, est partie dans les grands... alors pas dans les GAFA, mais dans les grands cabinets d'avocats qui conseillent les GAFA, ce qui est incroyable. Donc ça, on ne le contrôle pas. Par contre, aller du privé vers le public, c'est quasiment impossible en France. L'État ne sait pas recruter, ça dure 6 à 9 mois pour avoir son contrat. Et ça, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est ce que, pour le coup, les États-Unis savent très très bien faire. Regardez comment dans les nouvelles administrations, il y a en permanence des gens qui viennent du privé, du monde académique, et qui en fait nourrissent d'expériences nouvelles. Ça permet aussi de mettre un petit peu de flux, d'avoir des flux de carrière plus intéressants. Il faut le gérer en transparence, il faut gérer les conflits d'intérêts, ne pas le faire... Mais ça, c'est le point fondamental. Et ça, c'est ce que j'attendrai d'Amélie de Montchalin. C'est justement cette réflexion. C'est comment est-ce qu'on diffuse, parce qu'il n'y a plus une solution publique. Bon, super intéressant. Mais alors, on reparlera parce que, alors, je crois que je l'ai dit dans le sommaire, l'autre bouquin du moment là, qui m'intéresse beaucoup, c'est le bouquin de Thomas Philippon, donc, qui était sur la concurrence, qui a été écrit en anglais. Il l'a écrit à New York, d'ailleurs. Il dit lui-même à un moment, c'est peut-être le signe quand même qu'il y a un sujet sur nos universités, que je sois, moi, économiste français, en train d'écrire ce bouquin en anglais à New York. Donc là, il est traduit en français, il est sorti ces jours-ci. Il rend un hommage, on en reparlera ensemble, mais il rend un hommage justement à l'organisation de la concurrence à l'échelle européenne, qui fait que parce que c'est supranational, en fait, c'est totalement indépendant, beaucoup plus indépendant, et que la force de l'indépendance de la DG Concurrence à Bruxelles est bien plus puissante que ce qui se passe aux États-Unis, où il explique comment la concurrence est en train de reculer de manière très spectaculaire aux États-Unis. Donc on reparlera de tout ça. Bref, il défend notre modèle européen, et à un moment, il a l'air de dire justement qu'il y a beaucoup moins de pantouflage. Donc on va donner des exemples. On reparlera de tout ça. Mais en fait, ça se saurait si, aujourd'hui, je rappelle quand même que c'est les États-Unis qui sont sur le point de mener des actions réellement concrètes contre les GAFA. Nous, on va sûrement reparler du DSA ou de toutes les réglementations européennes. On en fait beaucoup. Dans la pratique, aujourd'hui, ça n'empêche pas les GAFAM d'être plus puissantes que jamais. Donc, à nouveau, c'est quoi l'impact ? L'annonce, c'est bien. Où est-ce que sont véritablement les régulateurs qui ont un impact ? Moi, je ne crois pas du tout. Enfin, les 13 milliards d'Apple, c'est Verstappen quand même qui... Oui, mais ils les ont pas payés. Ah ben oui, mais après, non, mais c'est la seule chose qui compte. C'est un état de droit. Oui. Tu as le droit qui s'impose à un moment à toi. Quoi. Et je rappelle quand même que ça date depuis 2012 bien que sûr. Cette action est en cours. Donc, depuis 9 ans... Regardez les profits qui ont été accumulés. Tu peux pas projeter à la DG Concurrence, tu vois. Derrière, effectivement, il y a le droit. Le droit est complexe. Je citerai le président de la République. Une bonne décision 6 mois trop tard ne vaut rien. Revenons sur les conseils, Nicolas. Ouais, moi, je ne suis pas choqué par le fait que l'État ait besoin de faire appel à des conseils. Je suis effectivement beaucoup plus choqué par les règles qui bloquent la bonne administration. Et notamment, moi, j'ai été payé par l'État pendant quelques années et j'ai jamais eu un employeur comme ça. Mes notes de frais d'essence étaient payées avec un an de retard parce que quelqu'un avait gentiment consommé tout le budget de l'essence de la faculté. J'avais aucun avantage quoi que ce soit. Ma rémunération elle allait progresser au pourcentage indépendamment de tout ce que je faisais. Est-ce que mes étudiants étaient contents ou pas. Je m'occupais de prépa concours administratif. Il n'y avait rien qui était lié à la qualité des résultats des étudiants alors que c'était simple. Et j'ai l'impression que c'est un peu à tous les niveaux. Et on voit aussi une chose qui est importante que je ne maîtrisais pas avant de faire du think tank, c'est qu'il y a beaucoup de très hauts fonctionnaires qui ont des très très bonnes idées. Mais personne ne les écoute. Personne ne les écoute. Ça doit être assez désespérant. J'y pense parfois. Dans la fonction publique, effectivement, c'est cette idée d'être noyé dans un océan où... laminé par par le quotidien, par l'urgence immédiate, parce que on critique beaucoup les entreprises. Certains disent que les entreprises sont court-termistes, mais notre État est très court-termiste. Et il est très court-termiste dans sa gestion des RH, on l'a dit. Il est très court-termiste dans sa comptabilité. L'État, c'est une comptabilité de caisse. En fait, l'État fonctionne comme un prof libre au début de sa carrière. Qu'est-ce qui est rentré cette année ? Qu'est-ce qui est sorti ? Je vous donne un exemple. Rapide. Voilà, quand on vide le fonds de réserve des retraites, qui a un énorme rendement et qui rapporte de l'argent à tous les citoyens français, la comptabilité dit que l'État s'est enrichi. Alors, en fait, on a vendu la poule aux œufs d'or.
Oui, on a fait une bonne affaire, paraît-il. Mais c'est faux. Bon, il nous reste un gros quart d'heure pour deux sujets énormes, mais c'est juste... voilà. Alors, André, commençons avec le premier. On en avait parlé ensemble déjà. Hein. D'ailleurs, tu es le seul qui m'a expliqué ça avec une grande clarté. Le Parlement européen a adopté ce fameux Digital Service Act sur la régulation des contenus illicites en ligne. Et donc, rien n'a changé par rapport à ce que tu nous disais quand tu es venu la dernière fois. C'est-à-dire, en fait, on a mis le bébé entre les mains des GAFA. Ce sont elles, enfin en l'occurrence Facebook, première d'entre elles concernées, c'est elle qui va décider en fait de ce qui est légal ou pas d'une certaine manière. Rendons à César ce qui est à César. Le fait que l'Europe s'intéresse à ce sujet et mette à jour une réglementation vieille de 20 ans, la réglementation sur le e-commerce, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est bien. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que sur tout ce qui est la réglementation des contenus en ligne, c'est ça. haine en ligne, aujourd'hui, effectivement, on a le principe retenu est le bon. D'ailleurs, il y a eu un petit film humoristique de Thierry Breton il y a quelques jours sur le mode Le Bon, la Brute et le Truand, qui a fait beaucoup parler de lui, disant la règle est simple, c'est ce qui est interdit offline doit l'être interdit également online. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'avait pas les moyens ni en rapidité, ni en réactivité de tout vérifier. Et donc, on a donné aux plateformes, en fait, la responsabilité de considérer qu'est-ce qui est de la haine, qu'est-ce qui est illégal et qu'est-ce qui n'est pas. Et le principe, c'est là où c'est quand même très, très, très problématique, c'est que le principe, c'est qu'en fait, on donne un droit judiciaire, en fait, à cette plateforme. Donc ça, c'est un vrai coup de canif. Tu cites dans le point de vue que tu as publié dans les Échos, la jurisprudence Twitter est pour l'instant la suivante, par exemple, retweeter une vidéo d'un militant pro-Trump criant deux fois, White Power, on est éjecté. Et tu dis, en fait, le judiciaire à aucun moment n'a défini des critères, et donc c'est la même chose en Europe, c'est ça, on va avoir... Tu parlais de l'état de droit, tout à fait juste titre. En fait, aujourd'hui, on est en train de déléguer à ces plateformes, parce que c'est les seuls qui aujourd'hui ont les moyens de le faire, parce qu'ils emploient des milliers de personnes pour tout ce qui est modération du contenu. L'autre chose qui pose problème, c'est qu'on n'a pas réellement résolu le problème majeur en Europe, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le forum shopping, c'est-à-dire que les grandes plateformes peuvent décider où elles s'installent, et en fait, c'est la juridiction où elles sont installées qui fera foi. Et on sait bien qu'il y a certains pays qui sont beaucoup moins enclins à être durs avec eux. Le cas le plus flagrant, c'est l'Irlande, dont aujourd'hui, il y a seulement une plainte sur plusieurs centaines qui est traitée par l'équivalent de la CNIL. Alors, on pourrait dire c'est parce que les pauvres, ils ne sont pas assez équipés. On pourrait aussi se dire que ce n'est pas forcément beaucoup de bonne volonté de l'Irlande d'aller sur le point. Alors, c'est en train de commencer à changer, même il y a une pression interne politique en Irlande à changer ça, mais au bout de 10 ans de laisser faire. Et à nouveau, dans la tech, une fois que, et Mathieu le sait bien, une fois que les positions sont prises, je rappelle quand même que l'année dernière, nos 5 GAFAM ont investi, c'est The Economist qui disait ça la semaine dernière, 240 milliards de dollars dans l'investissement du futur. Donc, une fois que l'avance est prise, ça va être très dur pour nous. Mathieu ? Oui, juste un commentaire rapide. C'est vrai qu'en fait, le problème avec le digital et le passage du offline au online, en fait, nous oblige à rendre explicite toute une série de réglementations qui étaient en réalité implicites. C'est-à-dire qu'on a des biais de sélection, des biais, même les juges ont des biais, mais ils ne sont pas forcément explicités dans la loi. Et le problème, c'est que là, on demande à des machines de décider, et une machine ne sait décider que sur de l'explicite. Donc, ce passage de l'offline à l'online, intellectuellement, on le comprend. Techniquement, il est extrêmement complexe. Parce que donc d'où c'est 2 fois white power. Voilà, tu es obligé de prendre des arbitrages concrets, on est obligé de définir un certain nombre de règles. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et après, il revient au offline en fait de refaire une passe derrière. Et c'est la même chose avec les voitures autonomes d'ailleurs. Hein, c'est toujours le fameux exemple. C'est est-ce que tu peux écraser. Tu as 2 options, la grand-mère ou le bébé. Bah, ça, on l'a pas mis dans la loi. Donc en fait, le passage du offline au online nécessite d'expliciter toute une série de mécanismes psychologiques humains qui ne l'ont pas été parce que c'était pas nécessaire jusqu'à présent. C'est très intéressant. Et ensuite, le deuxième point, c'est qu'il faut faire très attention avec la manipulation de la réglementation parce que plus on met de règles, plus ça a quand même tendance à favoriser ceux qui sont déjà en place. On peut prendre l'exemple de RGPD. Alors d'ailleurs, je précise que les pouvoirs irlandais ont mis la plus grosse amende RGPD sur WhatsApp, c'est de 220 millions de mémoire. Donc c'est quand même déjà... Donc l'Irlande bouge en effet. Mais au-delà de ça, quand on regarde les parts
de prise de marché des grandes plateformes sur la publicité online, RGPD a eu aucun effet, même pire, c'est a accéléré d'augmenter. la concentration. Donc en fait, on va demander aux plateformes là d'avoir un bagage technologique énorme pour justement mettre en place ces règles de modération, ces règles de contrôle, qui vont être qu'accessibles qu'à ceux qui sont déjà très gros ou très largement équipés. Et c'est tout le problème de cette régulation qui peut devenir une mal-régulation, qui peut brider la concurrence en réalité. Ça fait des barrières à l'entrée et ça fait des barrières à considérables l'entrée, pour les nouveaux entrants. Et donc, les nouveaux entrants dans la data, et donc sont forcément les Européens, les plus petits, etc., c'est beaucoup plus difficile d'être RGPD compliant que les grandes plateformes. Exactement. Donc la régulation, c'est quelque chose à manipuler comme matière nucléaire, je dirais. Donc, il faut avec d'infinies précautions. Et voilà. Et surtout à faire évoluer très régulièrement. Surtout ne pas considérer, moi quand j'entends que certains disent c'est la réglementation pour les 20 prochaines années, non, c'est pour les 6 prochains mois, à revoir ensuite régulièrement. Ça, c'est tout à fait exact. Et si je peux me permettre de rajouter un point, c'est que par exemple, le mot d'immersion ou de métaverse n'existe pas dans la réglementation européenne. Donc il y a un moment donné, il y a un petit élément qui dit immersif, quoi. Et c'est-à-dire que quand on se dit, là on est en train de construire l'Internet de demain, peut-être que c'est faux, j'en sais rien, je dois hésiter, mais... mais là, tu parles de métaverse, l'Internet de demain. Mais en fait... Et je pourrais en parler après, et ça crée toute une question de série réglementaire. Et donc là, on se retrouve à réguler l'Internet d'il y a 10 ans. Et c'est ça le problème. Nicolas ? En tant que conception. Oui, j'ai bien aimé l'image. La réglementation, c'est quelque chose de corrosif. Et on ne sait pas comment ça va corroder la pièce qu'on réglemente. Et sur les GAFA, on est vraiment dans un spectre réglementaire. On en fait de plus en plus et on n'est jamais content et on veut toujours le modifier. Et Maurice Lauré disait ça de la fiscalité. Il disait la fiscalité va des forts aux faibles. C'est pareil avec la réglementation. Et l'exemple de RGPD est le bon. RGPD a été payé par des entreprises, on n'avait pas anticipé, et des consommateurs, vous et nous, on a tous un peu payé RGPD pour un service rendu qui est pas vraiment à la hauteur. Et ma crainte, c'est qu'on soit dans cette spirale-là avec les GAFA, on leur met une taxe, on a vu très bien que la taxe GAFA, elle est retombée sur les consommateurs, on met DMA, on met DSA, tout ça, c'est vendu pour rattraper le pouvoir des GAFA américains, mais ça nous détourne du vrai sujet. Le pouvoir des GAFA américains, c'est quoi ? Quand on regarde leur montée au départ, c'est de la commande publique bien organisée, c'est DARPA, et après, c'est du fonds de pension. Parce que si ces entreprises ont autant grossi, c'est parce qu'aux États-Unis, il y a des fonds de pension, il y a le Nasdaq, et ces entreprises poussent beaucoup plus vite. Quand tu dis ça nous détourne du vrai sujet, tu dis le vrai sujet, c'est d'avoir nos propres... Mais c'est comme ça qu'on a financé la révolution industrielle. La première révolution industrielle, on était leader parce que l'épargne des campagnes était drainée par les notaires. Après, les pouvoirs publics, qui, là, à cette époque, pensaient long, se sont dit, il y a aussi de l'épargne longue, c'est l'épargne retraite, c'est les sociétés de secours mutuels, on va les mettre à la caisse des dépôts-consignations, ça va financer les chemins de fer, ça va financer les canaux, ça va financer l'industrialisation. Ça a été la recette du succès français et anglais, parce qu'on n'est pas les seuls à l'avoir inventé, la première fois, et la deuxième fois, là, on n'a plus d'épargne longue. Et c'est vrai qu'on débat beaucoup sur la présidence française européenne et les 6 prochains mois. Moi, j'ai un énorme regret, c'est qu'il n'y ait pas le Nasdaq européen au cœur du projet européen. Sujet qui revient presque tous les jours autour de cette table, Nicolas. Donc je suis ravi que tu nous rejoignes. Mais tu as tout à fait raison sur le fait qu'en fait, c'est pas en étant défensif. Fleur Pellerin 2013, qui essayait de mettre ça, qui a parlé de Nasdaq européen, etc. Mais on termine justement avec ton métaverse là. Enfin, je dis ton parce que c'était mais c'est toi. Tu m'avais scotché quand tu étais venu la dernière fois. Tu m'avais dit. C'est maintenant que les entreprises doivent nommer leur Chief Metaverse Officer. Voilà. Alors toi aussi, il y a un point de vue très intéressant publié par les Échos. Le métaverse bouleverse tout, mode de travail, consommation, applications industrielles, divertissement, médecine, éducation, relations amoureuses, enfin bref. Ça va si vite que ça, Mathieu ? Alors, il va y avoir... Il va y avoir des accélérations, c'est certain. Là, je pense qu'un des prochains grands moments d'accélération, ça va être Microsoft avec l'évolution de Teams vers Mesh. Donc ça va être un élément majeur dans le monde du travail. Donc il va intervenir dans les tout prochains mois. Avec des avancées technologiques, ça sera Microsoft d'en parler, mais sur le photoréalisme, la capacité à voir les avatars, etc., qui va être assez révolutionnaire. Et donc oui, on est en semaine, en mois, on parle pas d'innovation. Ça passe quand même par il faut qu'on achète le device qui va faire tout ça quand même. Ça veut dire que c'est dans l'idée qu'on va tous être avec ce casque 3 dimensions là. Et donc le device, c'est l'accès aux plateformes. Donc en fait, il y a un enjeu essentiel. Donc par exemple pour une entreprise comme Facebook, c'est de se transformer en Apple.
Apple, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, Exactement. une boîte qui avait l'habitude de faire de la plateforme est obligée de maîtriser des éléments physiques. Et ça se fait pas en claquant des doigts quand même. Non, C'est mais là bon, où ils je ont me dis déjà qu'on a un peu de temps avant de... Ouais, mais Facebook, ils ont quand même 5000 personnes qui travaillent dessus depuis 5 ans. Donc, ils ont quand même... Oui, mais il faut qu'on l'achète, Mathieu. Ah oui, alors... Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut qu'on en éprouve le besoin comme on l'a fait du smartphone. Ouais, mais tu vois, Oculus, la version sur l'App Store de Apple, c'était l'app la plus chargée en décembre. D'accord. Donc au niveau mondial. Donc c'est en train de bouger. Là, les ventes sont en train d'évoluer. Alors évidemment, il faut des innovations en plus sur les headsets, les lunettes, d'autres devices qui vont venir parce qu'il faut une deuxième peau. Et donc tout ça arrive à grande vitesse. Mais dans les enjeux de régulation, justement, et c'est ce que ne prend pas en compte la réflexion européenne, c'est qu'on passe sur la 3D. Donc c'est le monde de la 3D. Donc évidemment, ça a des conséquences aussi sur la façon dont on régule les données. Parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses avec les données en 3D que ce qu'on pouvait faire en 2D. Et notamment, par exemple, dans le monde médical. Et quand on peut croiser de la donnée en 3D d'une personne captée tout au long de la journée et avec des pubs commerciales ou avec des éléments de santé, ça amène quand même des nouveaux paradigmes qu'il faut quand même un petit peu anticiper. Et ce que je regrette, c'est qu'effectivement, il n'y a aucune réflexion là-dessus à date. Ah, ça, je te le confirme, même de ma part. Hein. Ah oui, non, là, je me sens comme le dinosaure. Mais ça y est, la météorite est tombée là. Et non, mais je commence ce que je à plus dis, respirer, c'est que quoi, ça sert à rien de très réguler clairement. le cloud d'il y a 15 ans, en fait. Oui, t'as raison. Et donc, en fait, il Mais faut on quand en même est encore, on n'a même pas le cloud d'il y a 15 ans. Donc, tu vois. il faut se poser les questions de ce qui va émerger maintenant. Voilà. Et c'est ce que disait André juste avant. C'est-à-dire qu'effectivement, la régulation, c'est un cadre adaptatif et qui doit être aussi dans ce qui est en train de se passer maintenant. Voilà. Alors, je dis pas qu'il faut pas aller travailler les rentes du passé, etc. C'est pas ça que je dis, mais il faut quand même réfléchir à ce qui est en train de se passer. André, pour se replonger peut-être dans la big picture, on est en train d'investir 750 milliards d'euros au niveau européen, 100 milliards d'euros au niveau du plan de relance, 30 milliards d'euros au plan France, 25 milliards d'euros au France 2030. L'aspect prospectif, parce que ce dont on est en train de parler là, les casques 3D, etc., tout ça, les nouvelles peaux, tout ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est en train d'arriver, mais on a besoin à nouveau d'une vision stratégique qui essaye d'anticiper. Comme on est dans ce monde exponentiel. En 2030, il est dedans, voilà, c'est ce qu'il essaye de faire justement là pour le coup. Oui. 34 milliards d'euros, France 2030. Rappelez-moi, quand ça a été annoncé il y a 2 mois et demi, on est encore en train, à l'ancienne, de réfléchir à la gouvernance. Oui, on sait pour pas encore savoir si c'est le Premier ministre, si c'est le cabinet du président, si c'est Bercy. Finalement, tout ça est totalement inutile si on n'est pas en permanence en train d'expérimenter. On revient. Mais c'est une grande chance. C'est une grande chance pour les Européens parce que, effectivement, le cloud d'hier, il va peut-être être très très vite remplacé par ces nouvelles technologies. Donc, ce qui est merveilleux avec cette technologie, c'est que ça permet aux gens de reprendre un avantage. Les talents sont encore là. Ça n'est que 34 milliards. On a eu, je crois que c'est la semaine dernière, le plan CAPEX de TSMC, donc du premier fabricant mondial de semi-conducteurs. Oui, mais encore faudrait-il, attendez, les 34 milliards, pour la plupart, c'est de la... C'est ce qu'il va consommer en une semaine, quoi. Voilà, mais les 34 milliards, pour la plupart, c'est des réorganisations de crédit. Oui, oui. Qu'on arrête ce genre de mais en même temps, la comptabilité. question de la gouvernance, elle est fondamentale. Alors c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est ahurissant que 2 mois après, on en soit encore entre Bercy et Matignon à savoir... Mais la réponse devrait être assez simple, elle est dans l'expérimentation et l'évaluation permanente. Ouais. Ça tient en 2 mots. Ouais, mais il faut un gars pour tenir le truc. Ouais. Voilà, tu vois bien que c'est important. Et le plan quantique lancé il y a un peu plus d'1 an en France, il y a eu 75 millions dépensés. Bon. Alors, seulement. On peut aussi se comparer et se rassurer avec l'Allemagne. 3 milliards sur l'intelligence artificielle. Ils en ont investi 300 millions en 2 ans et demi. Félicitations les Allemands. Mais ces plans, ils sont faits pour pas être dépensés. On n'a pas encore dépensé tous les plans de relance de Sarkozy. T'as raison. Les 50 milliards du grand emprunt de Sarkozy, il en reste encore la moitié. Et c'est normal parce qu'on n'a pas d'argent. Et c'est pour ça que nous, à l'Institut Molinari, on dit pourquoi pas que ça existe, c'est la tradition française. On espère que ça. Tous ces plans. La multiplication des plans, du plan calcul. Mais concrètement, le vrai sujet, c'est le financement. Aujourd'hui, Apple, la capitalisation d'Apple équivaut à la capitalisation du CAC 40. Ouais. Des 40 boîtes du CAC 40. Bon. Et c'est ça. Les GAFAM, c'est 11 000 milliards de dollars. C'est énorme. Et là, on parle de 34 milliards d'euros qu'on n'arrive pas à mettre en musique. Et donc, concrètement, tant qu'on ne touchera pas le sujet du financement, on n'avancera pas. Ces boîtes-là, toutes ces boîtes, Amazon, SpaceX, tout le monde leur a ri au nez, elles ne font pas de bénéfices, elles ont des capitalisations boursières, c'est incroyable, il y a des gens qui investissent dans ces structures qui ne font pas de bénéfices. Pourquoi ?
parce que les investisseurs ont le temps long. Et ça permet de financer du détour de production. L'innovation, c'est un détour de production. Au début, quand vous cherchez, vous n'êtes pas sûr de trouver, et vous n'êtes pas sûr de trouver quelque chose de valorisable. Et donc, il faut des gens qui ont les rênes solides pour financer. Et tu reviens sur ton Nasdaq européen. C'est les fonds de pension et le Nasdaq européen. Pourquoi ? Parce que quand vous investissez pour un fonds de pension, vous avez de la visibilité à 10, 20, 30 ans. Vous savez que vous allez avoir des gens qui partiront à la retraite dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Vous n'êtes pas pressé. Ce qui compte, c'est de pouvoir, dans 10 ou 20 ou 30 ans, se dégager à la rigueur si vous devez vendre des actifs. Et là, vous pouvez financer de l'innovation longue. Si Amazon a réussi à se développer, c'est parce qu'il y avait des investisseurs longs. Si SpaceX a réussi à se développer, c'est parce qu'il y a des investisseurs longs et de la commande publique. Et c'est ça qui nous manque. C'est pas quelques milliards dans un plan public dont on va débattre sur la gouvernance et dont on va organiser le fonctionnement pour ne rien dépenser ou dépenser le minimum possible avec le maximum d'inauguration. C'est pour ça que ça me fait peur quand il y a un comité pour décider sur tout ce qui dépassera les 500 000 euros sur les consultants. Enfin, on n'a rien compris. On va mettre Je vous rappelle que sur le plan Juncker, on avait mis 8 comités pour s'assurer que surtout ça soit dépensé, dans les canaux et dans la fibre, parce que ça au moins ça avait l'air d'être safe. C'est incroyable. Mathieu ? Oui, non, mais c'est clair que le financement est central, mais il y a aussi la capacité à former les talents. Donc on revient un petit peu au tout début. À se projeter, quoi. À se projeter. Ouais. D'ailleurs, je note depuis 2 ans en fait, qu'il y a eu à la fois Trump puis Biden. En fait, c'est très compliqué d'aller immigrer aux États-Unis, même quand vous avez barre des diplômes, parce que les visas sont bloqués. Ce qui est une chance pour nous. Et d'ailleurs, moi, je fais peut-être une petite corrélation entre les levées de la French Tech et le fait que, au final, là où on avait 20-30% de nos promotions de grandes écoles qui partaient à l'étranger, là, ils sont scotchés chez nous depuis 2 ans. Et donc, d'ailleurs, c'est assez incompréhensible pourquoi Biden continue à être sur la même logique, mais effectivement, les visas sont extrêmement difficiles, sauf si vous allez faire la fac aux États-Unis et après vous êtes embauché via une fac aux États-Unis. Mais sinon, c'est quasiment impossible d'y aller en ce moment. Et donc, on a une chance en fait, c'est qu'on a des talents, on produit pas mal de talents. Il faut effectivement les financer. Et il faut surtout produire plus de talents, parce que moi, quand je vois le plan France 2030, honnêtement, à part 2-3 éléments, franchement, on trouve que c'est plutôt bien fait. Moi, je trouve que c'est assez bien fait. Le problème, c'est l'exécution, mais c'est aussi l'exécution du point de vue de la gouvernance, mais c'est aussi de trouver des gens qui font. Parce que mais bien sûr. On est quand même en déficit. On en revient au début. On en revient au début. Et c'est là où il faut dire, il y a un certain nombre de choses où il faut remettre la science au milieu de tout. Et notamment, toutes les valorisations importantes aux États-Unis sont des boîtes qui ont des budgets de R&D de plus de 10% de leurs revenus. Voilà, il faut revenir à des budgets de R&D à 10% du revenu. Apple, c'est R&D 10%. C'est énorme. Non. C'est énorme. Ouais, sur le revenu, sur le revenu. Sur le revenu. Sur le 240 milliards l'année dernière. Sur le revenu, oui. Considérable. Merci les amis, merci pour tout ça. On est arrivé au bout. Ah, Nicolas, tu prends des notes pour la prochaine fois. Voilà, absolument parfait. Merci à tous et on se retrouve demain sur Bismart.